En fait, on n'est pas obligé de faire jouer un noir, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Au sens... Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un réalisateur dont les œuvres explorent des thèmes profonds et complexes. Steve Sombo, bonjour et bienvenue. Bonjour. Salut Steve. Ma Salut. première question pour toi, ça serait, si tu avais une baguette magique, quel projet tu produirais? Ou qu'est-ce que tu ferais avec? Alors, ça commence fort. Ça commence fort. C'est une baguette magique. Quel projet je produirais? Je pense que je produirais un long métrage ou une série qui traite des problèmes familiaux. Des problèmes familiaux, notamment des familles africaines, parce que je sais que il y a beaucoup de tabous. Pour avoir parlé avec pas mal de personnes, de l'avoir constaté moi-même, mais aussi parce que je discutais avec des gens, il y a pas mal de tabous dans les familles africaines. Donc il y a des choses parfois, souvent graves qui se passent, qu'on essaye de taire. Et donc mettre ça en lumière à travers une série ou un film, je pense que ça peut être quelque chose de très fort qui va résonner chez beaucoup de personnes. Donc je pense que oui, je produirais quelque chose comme ça. C'est très fort, ça fait penser un peu aux différents projets que tu arrives à produire, qu'on voit sur Instagram, on en reviendra là-dessus. Maintenant, j'aimerais que tu nous parles un peu de tes... Tu as parlé tout à l'heure de produire des films par rapport à des familles africaines. Parle-nous un peu de tes racines et de la manière dont ça t'influence, toi, en tant que scénariste et réalisateur. Alors, déjà, je suis d'origine centrafricaine. Ensuite, de quelle façon est-ce que ça influence mon travail? Je dirais que je sais pas si ça joue, pour être honnête, mais c'est peut-être de là que vient cette volonté de mettre en valeur des talents, des personnes qui me ressemblent. Donc, comme je disais, je sais pas si ça vient vraiment directement de là, mais pour l'instant, c'est, je dirais, le seul, peut-être, lien que je pourrais faire avec mes racines. D'accord. Parlons un peu maintenant de ta passion. Comment toi, t'es tombé dans l'écriture, dans le cinéma, tout ça? Alors, moi, il faut savoir que déjà à l'école, que ce soit école, donc le collège ou le lycée, les seules matières dans lesquelles j'étais doué et que j'appréciais, c'était tout ce qui était les langues, donc le français et l'anglais. Donc déjà depuis toujours, j'ai une prédisposition à l'écriture, donc j'ai toujours aimé ça. Et le déclic, il est arrivé suite à une année passée en fac, donc en fac de lettres. Ça me convenait pas trop, donc je me suis posé, vraiment j'ai fait l'introspection avec moi-même, et je me suis demandé qu'est-ce que j'aimerais faire vraiment, qu'est-ce que j'aime. Donc j'ai cherché un métier d'abord en lien avec mes centres d'intérêt. Et de fil en aiguille, c'est comme ça qu'il y a eu le déclic et je suis arrivé au métier de scénariste-réalisateur. J'aime bien que tu parles des langues, ça me permet de rebondir sur ma prochaine question. T'as fait une formation à Londres. Quelle expérience ça t'a marqué? Qu'est-ce qui t'a marqué pendant cette formation en fait? Alors, plusieurs choses. Déjà, la première chose qui m'a marqué à Londres, c'est le train de vie. Le train de vie, en fait, et le rapport que les gens ont au travail. En fait, toute la sphère professionnelle, je dirais. Parce que là-bas, je trouve que les gens sont très proactifs. Très, très proactifs. En tout cas, beaucoup plus qu'en France, dans les endroits où j'ai pu vivre. Et il y a beaucoup plus d'opportunités aussi. Vraiment beaucoup d'opportunités. Là-bas, j'ai l'impression que... Bon, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il n'y a pas de plafond de verre, parce que je ne suis pas resté là-bas assez longtemps. Mais en tout cas, en seulement 2 ans, j'ai pu abattre des plafonds de verre que j'ai jamais réussi à abattre ici en France, dans le pays dans lequel je vis depuis toujours. Donc déjà, ça m'a fait quand même un choc. Et ensuite, ce qui m'a marqué aussi, c'est le communautarisme là-bas qui est assumé et qui n'est pas du tout un tabou.
contrairement à la France. Ça, vraiment, c'est quelque chose qui m'a sauté aux yeux. Là-bas, les gens sont souvent dans des communautés. Bon, je vais parler de la communauté noire, hein, parce que voilà. La communauté noire là-bas, ils sont, je trouve, très unis, et ça ne pose de problème à personne. Chacun a sa communauté, et en fait, l'un n'empêche pas l'autre. C'est pas parce que les gens se réunissent en communauté, s'organisent en communauté, que ça veut dire qu'ils excluent les autres. Et ça, à Londres, les gens l'ont compris et appliquent vraiment ça. Et ça, c'est ce qui permet aussi de donner des opportunités à chacun. Donc moi, c'est grâce à ce communautarisme-là, à Londres, que j'ai pu avoir les opportunités que j'ai eues. En tout cas, certaines opportunités que j'ai eues. Donc, ouais, ce qui m'a marqué, ouais, je dirais que ce sont principalement ces deux choses-là. C'est très fort ce que tu racontes, notamment par rapport au plafond de verre et les opportunités. C'est un peu le modèle anglophone, en fait. Ça veut dire que là-bas, tout le monde peut être dans sa communauté, ça dérange personne. Et tout le monde vit bien les uns avec les autres, en fait. Exactement. On peut, donc c'est pas parce que, voilà, les Noirs sont avec les Noirs, je sais pas, les Asiatiques sont avec les Asiatiques, qu'ils ne peuvent pas se retrouver pour aller prendre des verres, etc. Et c'est ça qui est, je trouve, assez paradoxal. En même temps, il y a un fort esprit communautaire. Et en même temps, c'est très cosmopolite. Tout le monde est mélangé. Tu vois, c'est assez paradoxal, mais c'est très intéressant à constater. Donc ça prouve bien que l'un n'empêche pas l'autre, en fait. Être communautaire, ça ne veut pas dire rejeter les autres. C'est ce qui fait sa richesse, justement. Exactement. J'aimerais revenir sur un souvenir et tu nous parles un peu de la première fois que toi, tu as découvert Men in Black. Ouais. Tu peux nous en parler un peu? Ouais, bien sûr. Alors, Men in Black, c'était à l'époque des cassettes. C'est à l'époque des cassettes, donc ça remonte. C'est la première fois que j'ai regardé Men in Black, je saurais pas réellement comment l'expliquer, mais j'ai tout de suite été happé par ce film. Par ce film, en fait, parce que le fait de voir... bon, après, ça peut sembler bateau ce que je dis, mais de voir un acteur noir, donc, qui nous ressemble, dans un rôle important, dans un rôle qui n'est pas, je trouve, qui n'est pas dénigrant, enfin, là où il n'y a pas de caricature, ça m'a tout de suite, pourtant j'étais petit, hein, mais ça m'a tout de suite senti. Donc, ouais, mais une blague, pour moi, je pense que c'est ce qui a fait que Will Smith a été, est toujours d'ailleurs une des personnalités qui m'inspire le plus, de par son travail, hein. On ne va pas rentrer dans les détails de sa vie privée, mais de par son travail, je pense que le fait que ce soit l'un des acteurs qui m'inspire le plus, ça a grandement joué. Donc j'ai découvert dans Men in Black, et par la suite j'ai vu donc la majorité de ses films, et j'ai également lu son livre récemment qu'il a sorti, et c'est en fait ce qui m'inspire, c'est tout ça, c'est ce mindset-là, en fait, cette soif de réussir, le fait de ne pas forcément se trouver d'excuses, de toujours y aller, en fait. Charbonner toujours, jusqu'à ce que ça paye. Donc c'est vraiment cet esprit-là, ce mindset-là duquel je me suis imprégné par la suite. Je vois. En début d'émission, tu nous parlais des tabous des familles africaines, etc. J'aimerais que tu nous parles de ton premier court-métrage, Segme, qui aborde des thèmes vraiment qui sont très profonds. Donc j'imagine que l'inspiration vient un peu de ce que tu as vécu autour des familles, comment c'est né tout ça pour toi, en fait? Alors, Sekhmet, c'est un mélange de moi-même, donc de mon propre vécu, donc de l'état dans lequel j'étais au moment où j'ai écrit ce film, et aussi des retours que j'ai pu avoir de personnes proches de moi lorsque j'évoquais ce sentiment de mal-être que j'avais. Donc mais j'étais à Londres, donc je venais d'emménager à Londres. J'étais dans une phase où mentalement, émotionnellement, ça n'allait pas. Voilà, ça n'allait pas. Et un jour, j'ai écouté une chanson. J'ai écouté une chanson qui, je sais pas, je pense que c'est les paroles, la mélodie, enfin bref, toute la chanson, ça a fait naître quelque chose en moi, et je me suis dit, j'ai envie d'écrire. Je vais écrire une histoire, quelque chose qui traite vraiment de ce problème-là. Donc de la santé mentale, de comment on se sent. C'est pour ça qu'il y a eu plusieurs versions de Sekhmet. Les gens ne savent pas, mais il y a eu plusieurs versions.
On a eu peut-être trois versions. Et la première version n'a absolument rien à voir avec la version donc, qui est sortie, qui est disponible. Donc, c'est né de là. C'est né de là, d'un sentiment, c'est né de mon propre état, en fait. L'état émotionnel dans lequel je me trouvais. Et lorsque j'en parlais, on me disait non, c'est bon, sois fort. Voilà ce qu'on dit à tout le monde. Ça va aller, sois fort, serre les dents. Donc, c'est ce que j'ai essayé de retranscrire à travers le film. Je sais pas si j'ai réussi à retranscrire ce que je voulais, mais en tout cas, le but, c'était ça. De retranscrire vraiment le mal-être qu'une personne peut ressentir et les conséquences que ça peut avoir si elle n'en parle pas, si elle s'isole, si elle garde tout pour elle. En fait, cette implosion. Vous voyez, ce qu'on peut voir, donc, je vais pas spoiler le film pour ceux qui n'ont pas vu, mais donc, voilà, ce que je voulais montrer, en fait, c'est le fait d'emmagasiner les choses, c'est pas bon. Et j'ai voulu mettre aussi 2 personnages noirs dans ce court-métrage-là. C'est un message aussi un peu implicite pour montrer que les problèmes mentaux, les soucis mentaux, ça ne touche pas qu'un certain type de personnes. Ça peut toucher tout le monde, y compris les noirs. Je sais que beaucoup de personnes ont du mal à comprendre ça. Donc pour ça que j'ai choisi de faire ce film-là et de prendre aussi ces acteurs-là, précisément. Tu dis, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à comprendre ça parce que dans notre communauté, en fait, c'est vu comme un acte de faiblesse. Exactement. Et le fait que toi t'en parles ouvertement comme ça, te disant que ce qui s'est passé à Londres, de pouvoir t'exprimer librement, je trouve que c'est fort de ta part, en fait. C'est vrai que c'était pas évident, mais à un moment donné, je me suis dit, bon, en fait, c'est ce qui s'est passé, ça sert à rien de faire semblant, ça sert à rien de... Voilà. Et bizarrement, il y a beaucoup de personnes en privé, depuis donc que Sekhmet commence à tourner, etc. Beaucoup de personnes qui viennent me parler en privé, et c'est au départ, ça me surprenait quand même, parce que venir se confier comme ça à un parfait inconnu, j'ai trouvé ça assez déroutant. Mais beaucoup de personnes, notamment des hommes en majorité, viennent me parler, viennent se confier et dire que ouais, moi aussi j'ai vécu quelque chose de similaire, etc. Et je me dis que en fait, ça confirme ce que je pensais. C'est quelque chose qui est beaucoup plus commun qu'on ne le pense. C'est juste que les gens n'ont pas envie d'en parler pour diverses raisons. Chacun a ses raisons, même s'il y a des raisons qui sont assez communes. Mais ça confirme vraiment ce que je pensais, quoi. Ça touche. Il y a beaucoup de personnes qui traversent des moments comme ça, mais ils ne le montrent pas. Moi, par exemple, si j'en avais pas parlé, et si j'avais jamais écrit Sekhmet et qu'on m'avait pas interviewé par la suite pour décrire ce film, je pense que personne ne l'aurait su, en vérité. Parce que, voilà, c'est comme ça, on est conditionné à garder pour nous, et c'est comme ça qu'après, il y a des dépressions qui naissent, voire même des suicides. Des suicides, alors ça aussi, on n'en parle pas, mais il y a beaucoup de personnes, après beaucoup, j'en dirais que c'est relatif, mais beaucoup de personnes qui se suicident suite à des soucis mentaux. Et ça, on n'en parle pas ou très peu. En tout cas, en ce qui concerne les autres. Est-ce que tu trouves qu'on en parle un peu plus depuis Covid? Depuis le Covid, j'ai l'impression. Oui, j'ai l'impression. Et je pense que si on en parle plus, c'est parce que pendant le Covid, je sais pas si c'est pendant ou après, mais j'ai cru voir qu'il y a eu une vague de suicides importante de ce que j'avais pu apercevoir. Donc il y avait même des cellules, je crois, anti-suicide, des numéros qu'on pouvait appeler si on ne se sentait pas bien, etc. Donc oui, c'est possible, hein. On en parle plus depuis le Covid, et tant mieux d'ailleurs, j'ai envie de dire. Si tu me menais un peu dans le process de réalisation de ce court-métrage, est-ce qu'il y a des défis en particulier que tu as rencontrés? Comment ça s'est passé, tout ça? Alors, des défis, j'ai pas eu énormément de défis. En fait, le défi, je pense comme pour tout réalisateur, hein, le premier défi, c'est de trouver donc financement, trouver un producteur. Ça a été le premier défi. Mais bon, j'ai eu de la chance parce que lorsque j'ai présenté mon projet donc en face d'un panel de professionnels, donc producteurs, acteurs, etc., le projet a tout de suite plu. Et j'ai tout de suite pu trouver une productrice. Après, bon, entre le moment où la productrice a fait part de son intérêt et le moment où le film a été réalisé, il s'est passé quand même un an et demi, parce qu'il y a eu le Covid, etc. Puis moi, entre-temps, j'étais retourné à Londres aussi.
Donc voilà, mais j'ai pas eu de défis majeurs, vraiment de gros défis, je dirais. D'accord. J'aimerais que tu nous parles maintenant de la création des meilleurs amants. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire une série comme ça, en fait? Alors, ce qui me poussait à faire une série comme ça, l'inspiration, tu veux dire? Oui, oui, l'inspiration. Ouais. L'inspiration, L'inspiration derrière, oui. ouais, l'inspiration derrière. En fait, bon, je pense que si on suit mon travail, les gens vont remarquer que j'aborde souvent les mêmes thématiques. Souvent, donc, les thématiques relationnelles, donc les relations sociales, donc que ce soit relations de couple, relations amicales, voire même des relations entre frères, pour une série que j'ai faite en 2021. Donc oui, c'est l'inspiration, c'est mon expérience en fait, une expérience, mon passif. Les relations de couple, c'est quelque chose que j'aime explorer parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses à raconter. Il y a beaucoup de choses à raconter. On peut faire passer également beaucoup de messages. Et oui, voilà, je dirais que c'est ça. D'accord. Si tu nous parlais maintenant, quel genre de réalisateur t'es en fait avec tes comédiens? Déjà, comment tu les choisis et après, comment tu travailles avec pour les faire évoluer dans leur personnage, faire dire ce que toi t'aimerais raconter en fait. Ok. Alors, comment est-ce que je l'ai choisi? De base, je poste des annonces de casting sur les différents sites dont je dispose. Ensuite, au tout début, je faisais des castings physiques. Donc, je présélectionne sur le site. Ensuite, on se voit. Je te fais passer un casting physique. Et après, si ton film m'intéresse, je te rappelle. Mais après, avec le temps, j'ai changé la méthode. Donc après, je demandais les bandes démos. Déjà, je demande d'avoir ta bande démo. Si ta bande démo me convient, me parle, là, je t'envoie un bout de script que je te demande de jouer. Donc, en gros, c'est comme un casting, mais c'est juste, voilà, à distance, quoi. On n'est pas obligé de se déplacer, etc. Et donc, à la suite de ça, si ce que j'ai vu me plaît, ben, je te prends et puis on commence à travailler ensemble. Et une autre méthode aussi, quand vraiment j'ai pas envie de me prendre la tête, je demande à des acteurs à qui j'ai déjà travaillé, des acteurs en qui j'ai confiance, je leur demande donc voilà, je cherche tel profil. Est-ce que dans tes contacts, parmi tes collègues, etc., il y a quelqu'un qui correspond? Et là, on m'envoie différents profils. Et vu que ça vient déjà d'acteurs en qui j'ai confiance, donc dont j'approuve le jeu, je sais qu'ils m'enverront des gens qui en adéquation avec ce que je demande. Donc là, c'est beaucoup plus facile. Donc c'est comme ça qu'après, je fais tourner, quoi. Au fur et à mesure, je passe de moins en moins de casting. Parce que je fais tourner comme ça. Parce que est-ce que ça veut dire que tu as aussi une idée déjà de ce que tu veux voir ou de peut-être qui tu peux avoir en tête? Ouais, bien sûr, j'ai des idées. C'est pour ça que quand je leur demande donc un profil, je leur dis voilà, quelqu'un un peu plus comme ci, comme ça. Donc ouais, j'ai une idée de ce que je veux. Et ensuite, la deuxième question, c'était comment est-ce que comment je travaille avec eux au moment des tournages, etc. C'est ça? Exactement, pour les mettre à l'aise. Ouais, pour les mettre à l'aise, etc. Ok. Alors moi, je suis pas le genre de réalisateur qui surdirige. Je sais pas si ça se dit, mais qui veut trop diriger pour diriger. Donc, il va les reprendre tout le temps. Ah non, fais comme ci, fais comme ça. Non, si, ça. Moi, j'abuse pas du truc parce que j'aime laisser aussi un certain lest aux acteurs, ce qui va leur permettre aussi d'apporter leur touche, d'apporter leur créativité. Parce que c'est une collaboration, au final. Donc, ça sert à rien ce sont pas des marionnettes sans vie. Je peux pas leur dire, tu fais ci, ça. Non, à la virgule près, tac, 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 tac. Tu vois, il y a des réalisateurs qui sont comme ça. Je les critique pas, hein, chacun a sa méthode. Mais moi, j'aime laisser aussi cette liberté à l'acteur parce que parfois, ils peuvent ramener des choses auxquelles toi-même, t'avais pas pensé. Et dès que tu le vois, tu te dis, ah ouais, waouh. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup dans le cinéma des séquences qui sont aujourd'hui devenues cultes parce que le réalisateur a laissé l'acteur aussi improviser, laisser libre cours à sa créativité. Tu vois. Donc, moi, je ne surdirige pas, à part pour certaines répliques, là où c'est important que tu dises tout exactement parce que l'acteur, après, doit reprendre un mot que tu as dit, dans des cas comme ça, par exemple. Mais sinon, ouais, je suis plutôt comme ça, dans un esprit vraiment de collaboration. Puis, en fonction du projet aussi,
fonction de la longueur du projet, de la consistance du projet. J'organise des répétitions donc avant. On se retrouve quand c'est par exemple un gros casting entre guillemets où je ne connais pas tout le monde et tout le monde ne se connaît pas. On se retrouve avant qu'on puisse se rencontrer, discuter, faire une petite lecture, etc. Donc un peu apprivoiser le script et aussi se connaître les uns les autres. Puis ensuite, le jour du tournage arrive, et on est fin prêt, quoi. J'aimerais revenir 2 secondes sur ton court-métrage. Ton court-métrage est disponible maintenant sur Canal+ Afrique. C'est ça. C'était comment ta réaction de voir que quelque chose que tu t'es battu pour avoir et maintenant c'est disponible, que tout le monde peut y accéder? Ah, franchement, j'étais super content. Au début, j'y croyais pas. Parce qu'il faut savoir que ils m'ont approché, il y a un moment maintenant. Un moment qu'ils m'ont approché. Mais bon, tant que je ne voyais pas le film, moi, vraiment de mes yeux sur Canal+, je me suis dit, bon, voilà quoi, j'y croyais pas vraiment. Même quand j'ai signé le contrat, je me suis dit, bon, voilà, ils disent que oui, ça va être sur Canal+ dans tant de temps. Bon, ok. J'avais même oublié. Jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un m'envoie une vidéo. Donc, il filme sa télé avec le logo Canal+, et mon film diffusé en clair. J'ai dit, ah ouais, donc c'était vrai, quoi. C'était vraiment, vraiment vrai. Donc ouais, j'étais vraiment super content. Ça m'a fait vraiment plaisir. C'est vraiment une belle reconnaissance. Pour certains, c'est rien, mais pour moi, c'est quand même beaucoup. Parce que je me suis quand même... ouais, c'est un film qui est très personnel. Un film qui est vraiment, ouais, comme tu as pu le voir, qui est très personnel. Donc le fait de voir une reconnaissance pareille, donc de Canal+, qui n'est pas n'importe quoi, ça fait vraiment plaisir. Vraiment plaisir. Et quelle a été la réaction de ton entourage, de tes proches? Parce que comme tu disais tout à l'heure, on vient un peu d'un milieu où il y a pas mal de choses qui sont tabous, et être artiste, je pense que ça fait partie un peu de ces choses-là. Comment ton entourage un peu a réagi quand on était un peu sur Canal? Ah, certains étaient même plus contents que moi. Certains étaient plus contents que moi. Surtout les parents, la famille en général, hein, les parents, les tantes, frères et sœurs, cousines, etc. Ah oui, non, l'entourage était même plus content que moi, quoi. Donc, parce que eux, c'est ceux qui me voient vraiment depuis le début, hein, logique. Donc, ceux qui me voient depuis le début, ils ont vu vraiment à quel point j'ai travaillé. Je suis passé par pas mal de choses, hein. Il y a eu beaucoup de galères, beaucoup de difficultés, et je me suis toujours accroché. Toujours accroché, et de voir vraiment cette récompense. Parce que pour moi, c'est comme une récompense. Surtout que c'est mon premier courage, donc c'est une savoir particulière. Donc vraiment, ils étaient vraiment même plus contents que moi, je dirais. D'accord. Au début de l'émission, on parlait un peu de tout ce qui était diversité, etc. Comment toi, tu l'abordes, la diversité et la représentation dans tes récits? Moi, alors c'est simple, je l'aborde à travers mes acteurs. Je l'aborde pas nécessairement à travers l'histoire, parce que si on regarde les histoires que je raconte, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, dans le texte, dans le contexte, il n'y a absolument rien qui indique que les acteurs doivent être noirs, blancs, asiatiques ou autres. Donc, n'importe qui peut jouer dedans. Je peux aussi bien refaire tout ce que j'ai fait avec des acteurs arabes, des acteurs asiatiques, des acteurs n'importe. Ça ne change rien du tout à l'histoire. Tu vois. Donc, moi, je l'aborde à travers vraiment, de manière implicite, à travers les acteurs. Donc, montrer aussi que on peut très bien avoir de la diversité sans pour autant que ce soit cliché. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de les faire jouer. En fait, on n'est pas obligé de faire jouer un noir, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où tu peux très bien jouer un personnage. Peu importe la couleur, on n'a même pas besoin de le spécifier, on a des yeux, on le voit. Maintenant, vis ta vie. Une histoire classique, mais on n'est pas obligé d'avoir toujours quelque chose qui te ramène à ta couleur. Tu vois? Donc moi, c'est ce que j'essaie de faire dans mon travail. Donc ouais, tout ce que je fais, la diversité, je l'exprime comme ça à travers les acteurs, mais pas forcément à travers l'histoire ou le texte. Non, c'est fort ce que tu dis, parce que ça, c'est exactement un peu la mentalité anglophone, parce que quand tu participes à des castings en Amérique du Nord, etc., c'est jamais précisé en fait si ton personnage il est noir ou blanc, c'est juste un acteur. Point. Ouais.
On va pas préciser. C'est- Et tout à l'heure, on parlait de Men in Black. Bah, quand tu regardes vraiment Men in Black, tu lis le synopsis. On dit pas que c'est un jeune noir qu'on a été recruté pour devenir agent du FBI, Exactement. etc. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est ça, tu l'as remarqué. Men in Black, c'est ça. Tu peux refaire Men in Black avec un Asiatique ou avec un Blanc aussi, en remplaçant Will Smith. Ça change rien à l'histoire. Parce qu'à aucun moment, on précise que dans le script, dans le contexte, que Will Smith, c'est un noir. Mhm. Ça n'a absolument rien changé. Donc, ouais, moi, c'est ce que j'ai envie de faire. C'est ce genre de... J'ai envie d'exprimer la diversité de cette manière-là, et pas une autre. Mhm. J'adore. J'aimerais maintenant qu'on parle de la série Antinomie. Moi, c'est comme ça que je t'ai découvert, en fait, en me baladant un peu sur Instagram. Découvert cette série où tu abordais des sujets, je trouvais, un peu forts et qu'on voit rarement à l'écran. Normalement, tu parles de la dot, de la grossophobie, de la vengeance, etc. Donc, Ouais. parle-moi un peu comment c'est né, etc. En plus, j'ai vu que tu avais joué avec une amie, Juliette Cameros. Ah, Juliette, ouais. Ouais, Ouais. ouais, ouais. J'ai fait beaucoup de choses avec elle. Parle-moi un peu de Alors, ça. Antinomy, c'est né, c'était l'année dernière, donc ça fait bientôt un an, donc c'est en novembre 2023. En fait, je cherchais un moyen d'avoir une plus forte présence sur les réseaux, donc une présence plus ou moins constante sur les réseaux. Parce qu'en tant que réalisateur, hein, tu sais que on peut pas être présent constamment juste avec deux courts-métrages dans l'année. Tu vois, c'est assez compliqué. Donc j'ai réfléchi à un concept, à un format qui me permettent d'être sur les réseaux de manière constante et qui ne me demandent pas trop d'efforts à réaliser. Donc, pas trop de... En fait, fallait que le rapport temps-travail soit le plus avantageux possible. Et c'est comme ça qu'à force de réflexion, l'idée m'est venue. Et pourquoi est-ce que j'ai voulu faire une série d'anthologie? C'est parce que ça me permettait d'explorer vraiment tout ce que j'avais envie d'explorer. Je n'étais pas obligé d'avoir un fil conducteur, comme une série classique. Donc, si demain, je veux parler de la dot, je parle de la dot. Si je veux parler de l'amitié homme-femme, je parle de l'amitié homme-femme. Si je veux parler de, je sais pas moi, des victimes d'agression, je parle des victimes d'agression. Donc, ça me permettait vraiment d'avoir cet éventail de possibilités. Donc, c'est comme ça que c'est venu. Et j'aborde vraiment tous les sujets, pas tous ceux qui me passent par la tête, j'irai pas jusque-là, mais vraiment tous les sujets qui me parlent, dont j'ai pu moi-même parler avec des personnes dans la vraie vie, ou parfois même certains épisodes ne sont que le fruit de conversations que j'ai moi-même eu avec des personnes, parfois même mot pour mot limite. Donc ouais, c'est comme ça que c'est né. Moi, ce que j'aime bien dans cette série-là, en fait, c'est l'opposition qu'on a. C'est-à-dire que Ouais. chacun a sa vérité et on essaye de convaincre l'un et l'autre, en fait. Donc, j'adore ce que tu as fait. Merci beaucoup. Ouais, ça ouais, bah, c'était voulu, bah, d'où le nom, hein, antinomie, c'est ce que ça veut dire. Donc j'essaye à chaque fois d'avoir, c'est compliqué, hein, j'essaye à chaque fois d'avoir autant d'arguments chez l'un que chez l'autre. Voilà, pour créer en fait ce conflit. Donc à chaque fois qu'il y en a un qui dit quelque chose, que l'autre ait quelque chose à dire, et à la fin, l'idéal c'est qu'on arrive à une non-conclusion, tu vois, dans le sens où chacun finit par un peu comprendre l'un et l'autre, ils finissent un peu par se comprendre, mais sans pour autant être d'accord. Donc au final, on ne sait pas trop, tu vois. C'est ce que j'essaie de faire à la fin des épisodes. Il y a des épisodes où j'ai plus ou moins réussi, d'autres où j'ai moins réussi. Mais ouais, après, ça dépend du sujet aussi. Moi, j'aime bien la manière dont c'est réalisé avec ces plans chant contre chant et j'ai remarqué un rythme, en fait. Est-ce que c'est Ouais. un peu genre ta signature, tout ça, ou c'est comment? Le rythme, après, une signature, je ne pense pas, mais je monte vraiment. J'essaye, oui, que ce soit assez bien rythmé, donc de pas faire vraiment chant contre chant basique. Tu parles, je parle, tu parles, je parle. J'essaie aussi, quand il y a une personne qui parle, de prendre les réactions de l'autre, donc voilà, qui réagit à ce qu'il vient de dire, etc. Et comme c'est un format donc court, Mhm. qui est fait pour TikTok, les réels Instagram, etc., c'est important que ce soit le plus dynamique possible, sans pour autant que ce soit trop. Mais en fait, il faut trouver juste au milieu. Pas que ce soit trop lent, pas que ce soit non plus trop rapide, mais il faut que on rentre directement dans le vif du sujet et que ce soit quand même rythmé, un peu ping-pong, pour avant qu'on se dise bon là c'est bon, ça fait long, bam, c'est déjà terminé. C'est ça que j'essaie de faire.
C'est réussi. Tu sais, si tu dis que c'est pour Instagram, TikTok, parle-nous un peu de l'impact, justement, comment le public reçoit ce programme. Alors le public l'a très bien reçu à ma grande surprise et ça a commencé dès le tout premier épisode. Vraiment le tout premier épisode que j'ai été diffusé sur TikTok. Ça a pris tout de suite beaucoup de commentaires et les gens ont vraiment beaucoup apprécié. Vraiment beaucoup apprécié et on le ressent dans les commentaires qui sont... certaines personnes même prennent la chose trop à cœur, je dirais. Il y a des épisodes, notamment l'épisode de la grossesse. Celui-là, il y a des gens qui, ils l'ont écrit, qui ont vécu cette situation-là. Donc, ils commencent à incendier après soit l'un, soit l'autre. Ah ouais. Ouais, qui commencent à incendier la terre. Ouais, mais lui, c'est un salaud. Et en parlant de la femme, ouais, mais elle le piège et tout. Les femmes sont mauvaises. Les gens, ils partent un petit peu en vrille, tu vois. Mais c'est aussi la preuve que c'est réussi. C'est aussi la preuve que c'est réussi, que c'est bien fait, que les acteurs ont fait du très bon boulot. Si on arrive à avoir du ressentiment envers des comédiens, ça veut dire qu'ils sont bons, quoi. Que tout est juste. Donc ça, c'est ce qui fait, je pense que ça a autant pris. Moi-même, je m'y attendais pas. Et ouais, c'est ça. Jusqu'à parfois même, j'ai remarqué quand je poste quelque chose sur TikTok, dans la story ou en post normal qui n'est pas antinomie et que ça fait un moment que j'ai pas posté d'épisode, les gens commentent en disant oui d'accord, c'est bien beau, mais c'est quand la suite? Les épisodes ça sort quand? Tu vois, les gens ils en ont plus rien à faire en fait de ce que je peux poster en dehors d'antinomie ou quoi. Si c'est pas antinomie, les gens c'est pas leur problème. Donc non, mais ça fait plaisir, ça montre quand même qu'il y a un intérêt, il y a une attente et ça me motive aussi à essayer toujours de faire mieux. C'est ce que j'allais dire, parce que tous ces commentaires-là, toi, ça doit te pousser à vouloir dire, ah ouais, ok, là, j'ai été comme ça, est-ce que je peux aller encore plus fort ou pas? C'est ça, exactement. Je réfléchis parfois même à aborder certains sujets, mais après, bon, je discute un petit peu avec mon entourage, je dis que non, bon là, c'est un sujet, c'est un petit peu trop, peut-être un peu trop lourd, reste dans ces thématiques-là. Mais c'est ça. Pourquoi tu penses que c'était important pour toi d'aborder ce genre de sujet? Parce que moi, personnellement, je pense que c'était la première fois que j'entendais la dot abordée dans un format, en fait. Ouais. Pourquoi toi, c'était important? C'est important parce que je trouve que pour notre génération, pour notre génération, je trouve, il y a... J'ai l'impression qu'il y a un problème avec la dot, un décalage en fait, avec les générations précédentes. On sait plus trop on sait plus trop. Est-ce qu'on l'a déjà su vraiment? Mais j'ai l'impression qu'on sait pas trop ce que c'est et tout est mélangé. Tu vois, tout est pris à l'envers. Certaines personnes disent que oui, à la base, c'est censé être quelque chose de symbolique. D'autres qui disent que oui, mais non, en fait, c'est pour que l'homme prouve ceci ou cela. Donc, tout est mélangé. Tout est vraiment mélangé. C'est tout ça, en fait. Toutes ces discussions que j'ai eues aussi donc, avec des gens. Tout ça m'a poussé à faire donc l'épisode sur la dot pour vraiment confronter deux visions opposées de la dot, en fait. Et à la base, pour la petite histoire, je voulais faire quelque chose d'assez classique. Donc, la femme est pour la dot et l'homme est contre. Tu vois? Parce que généralement, dans la vraie vie, en tout cas, moi, de mon expérience, c'est ce que j'ai toujours vu. Mais là, donc, j'ai voulu inverser les rôles pour, je pense, faire tilter les gens. Pour susciter les réactions. Parce qu'un homme qui veut... Parce que souvent, c'est les hommes qui se plaignent de ça, à cause des coûts financiers, etc. Et donc là, voir un homme qui, lui, veut doter, parce que lui, il n'est pas dans cet aspect de oui, non, c'est m'as-tu vu, lui, il est vraiment dans l'aspect symbolique, donc traditionnel, etc. Et la femme, elle, voit ça d'un point de vue très moderne. Donc non, c'est comme si tu m'achètes, je suis un objet, etc. J'aime pas ce concept-là, c'est juste pour flatter ton ego et tout, tu vois. Donc opposer ces visions-là, et ça n'a pas loupé parce que dans les commentaires aussi, ça allait. Dans les commentaires aussi, ça allait. Est-ce que rapidement, tu pourrais expliquer à nos auditeurs qui sont pas familiers avec la dot, qu'est-ce que c'est en fait?
La dot, alors justement, je pense pas que je sois la meilleure personne pour expliquer ce qu'est la Mais dot. comment toi, tu l'as mis en vision? Ouais, quand moi j'ai mis en vision, alors, de, ouais, de ce que j'ai compris, la dot, c'est dans certaines cultures, c'est ce qui fait office de mariage. Tu vois, c'est ce qui fait office de mariage. Et ouais, je dirais que ouais, c'est ça, hein. C'est ce qui fait, non, souvent, t'en as qui font la dot, puis après qui se marient aussi, ceux qui vivent en Occident. Mais je sais que, de ce qu'on m'a dit en Afrique, dans certaines cultures, la dot, c'est ce qui fait office de mariage. Donc, une fois que tu es doté, vous êtes marié. Il n'y a pas de mariage civil ou... Voilà. Je suis pas un expert, encore une fois, hein. Peut-être que je me Bien trompe. sûr, ouais. Faut prévenir les gens parce que... Oui, et pour c'est rien ce qui fait ici. office de mariage et généralement, c'est ce que, comme tu disais, l'homme va faire pour aller se présenter à la famille de la femme et il va vouloir montrer aussi ce côté genre, il peut C'est ça. pourvoir en fait. Ça veut dire, c'est pour ça que dans C'est tes ça. personnages, il y en a qui sont genre, ouais, tu vas m'acheter avec une vache, une chèvre. C'est pas ça en 2024, on peut Ouais. plus faire des choses comme ça. C'est ça. Et toi, tu le mets bien en image justement. C'est ça, je pense peut-être qu'il suscite aussi autant de réactions dans les réseaux en Ouais. fait. Est-ce Ouais, que je les gens pense, étaient hein. partagés? C'était comment en fait? Ah oui, les gens étaient très partagés. Très partagés. Pour l'épisode de la dot, en tout cas, il y en Mhm. a qui disaient... il y en a même qui insultaient, enfin insulter c'est un mot fort, mais donc qui charriaient gentiment le comédien en disant mais toi, t'as la chance d'avoir une femme qui veut pas que tu la dotes, saisis la chance, pourquoi tu veux forcer, tu vois? Et t'en as d'autres qui disaient bah, franchement madame, t'as rien compris, qu'est-ce que tu racontes, c'est ça le problème des Africains qui vivent en France, etc. Tu vois, des gens qui oublient que ce sont des acteurs en fait. Donc vraiment qui mélangent tout. Quand il y a des sujets forts comme ça, c'est drôle parce que dans les commentaires, il y a des gens qui mélangent, qui commencent à dire voilà, les Africains de France, c'est ça votre problème et tout. Alors que non, c'est pas son problème, hein. Ça se trouve, la vraie donc Juliette, dans la vraie vie, peut-être qu'elle est pour, mais elle joue juste un rôle. C'est écrit, c'est scripté, c'est faux. Donc voilà, mais quand il y a des commentaires de ce genre-là, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a fait mouche. Non Mhm. pas que les autres n'ont pas fait mouche, mais les commentaires comme ça, là où les gens confondent même les acteurs et la vie, c'est que là, ça a tapé vraiment dans le centre. Est-ce que ça te donne, toi, du coup, l'envie de faire un long ou peut-être de mieux exploiter Oui, ce... bien sûr. Ouais, bien sûr, ça me donne clairement l'envie de faire un long. Il y a d'ailleurs un court-métrage, donc Antinomie, qui va bientôt voir le jour. Là, il est en post-production. Mhm. Donc, c'est un court-métrage de 10 minutes. Donc, ouais, c'est un petit peu plus long. Donc, dans ce court-métrage-là, j'explore donc trois, trois sujets à travers donc trois binômes différents. Donc, il y a Juliette dedans aussi. Donc, ouais, là, c'est un peu plus long. On va dire que c'est comme s'il y a 3 épisodes, mais mis à la suite. Donc, à la fin, on arrive un peu à c'est pas forcément une fin ouverte, mais c'est un peu un flou dans le sens où il n'y a pas de résolution. On ne sait pas ce qui va se passer. Et c'est là qu'après, il y aura la suite. Là, on aura vraiment les, euh, les conclusions des trois problématiques qu'on a posées là, les trois binômes. D'accord. Justement, tu as pris de l'avant parce qu'on est dans la partie de l'émission où on parle un peu d'actualité. Donc, il y a ce court-métrage qui arrive. Qu'est-ce qui se passe encore d'autre dans ta vie professionnelle? Alors, actuellement, je suis en train de préparer un long métrage. Mhm. Donc, un long métrage qui est, quand je dis préparer, le long métrage est prêt, donc sur papier, le dossier, etc. Et je suis donc en recherche de financement, précisément. Donc, en recherche de financement pour un long métrage. Et le long métrage, c'est l'histoire de Sekhmet. Voilà, donc, l'histoire de Sekhmet, oui, ce que je n'ai pas précisé, c'est que Sekhmet, c'est tiré d'un long métrage. Donc, comme je savais qu'en tant que jeune réalisateur, pour un premier film, on va jamais te confier le budget pour un long. Donc, j'ai voulu donc, commencer par du court. Donc, j'ai essayé de condenser l'histoire de Sekhmet en court-métrage pour le rendre plus facilement, pour qu'il soit produit plus facilement, tu vois. Donc, entre-temps, j'ai fait mes armes sur des courts-métrages divers et variés pour après, à la suite, vraiment avoir un CV qui me permette d'être crédible lorsque je me présente en producteur pour leur faire part du long-métrage. Ce que je suis en train de faire actuellement. Super. On te souhaite beaucoup de courage pour ce processus qui peut être long des fois.
Merci beaucoup. Ouais, très, très long, très laborieux aussi. Très, 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 force à toi. Là, on arrive dans la partie de l'émission où ça s'appelle Tips, on donne des conseils en fait. Quels conseils tu donnerais à des jeunes scénaristes ou réalisateurs qui se lancent dans l'industrie, qui débutent? Alors, le premier conseil déjà, c'est de se former, je dirais. Faut vraiment se former parce que trop de gens, surtout avec Internet aujourd'hui, comme on peut filmer avec tout et n'importe quoi. Tout le monde sait écrire, hein, personne n'est analphabète. Tout le monde pense que il suffit de filmer quelque chose, de faire un petit montage. Je suis réalisateur, je suis scénariste. Trop de gens pensent ça à tort et ça dessert tout le monde en fait. Et eux les premiers. Donc, ce que je dirais, c'est de se former. Peu importe la manière, hein, parce que je sais que tout le monde n'a pas forcément les moyens d'aller en école de cinéma. C'est très très onéreux, mais il faut se former. Donc, on a plein de façons de se former aujourd'hui, mais d'en choisir une ou plusieurs, mais de se former. Déjà, ça, c'est le premier conseil. Et ensuite, le deuxième, c'est de se constituer un réseau. Donc, de se créer des contacts. Et pour ça, il faut aller à la rencontre des gens. C'est très ironique que ce soit moi qui dise ça, parce que je suis quelqu'un d'assez introverti. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire. Mais j'ai vu que si j'ai pu, pour mon court-métrage Sekhmet, si j'ai pu le faire produire, et si j'ai pu le vendre à Canal+, c'est grâce aux contacts que je me suis fait. Donc les contacts, je me les suis fait comment? En allant à la rencontre des gens, en me faisant violence. Si j'avais pas fait ça, aujourd'hui, voilà quoi, je pense pas que je serais là, puis que j'aurais fait ce que j'ai fait en termes de travail. Donc, ouais, je dirais que c'est se former et se constituer un réseau. Je dirais que c'est les deux choses les plus importantes. Parce que parfois, le réseau peut faire plus de choses que le travail en lui-même. Certains diront que c'est injuste ou pas, je sais pas, mais c'est comme ça. On n'y peut rien, c'est comme ça. Si tu connais les bonnes personnes, t'as pas forcément besoin d'être le meilleur réalisateur, le meilleur scénariste. C'est comme ça. Alors que, à l'inverse, si t'es le meilleur scénariste, mais que personne ne te connaît, que on t'a jamais vu, t'as pas de contact, t'as rien, tu vas passer à la trappe. Alors que quelqu'un de moins bon, qui a les bons contacts, qui a cette intelligence relationnelle, je sais pas si ça se dit, cette personne-là, elle va gravir les échelons. Mais Donc, tu sais, c'est souvent le cas dans notre milieu. C'est pas souvent les plus talentueux qui travaillent. Ouais, c'est clair. C'est clair. Ça, c'est clair, hein, c'est indéniable. Après, il y a des gens aussi très talentueux qui travaillent aussi, tu vois. Mais c'est vrai ce que tu dis, que souvent, ce ne sont pas les plus talentueux qui travaillent le plus. Grâce au réseau, tout ça, etc. Ouais. C'est ça. Ça prouve bien ce que je dis, que le réseau est primordial. Mm-hmm. Et pour conclure, si tu avais un message pour tous tes fans sur TikTok, Instagram, ou ceux qui découvrent ton travail, ça serait quoi en fait? J'imagine déjà ils sont dans l'attente des nouvelles épisodes. Est-ce que Alors, un message, déjà des remerciements. Déjà, je tiens vraiment à les remercier parce que c'est grâce à toutes ces personnes-là qui me suivent, c'est ce qui me booste aussi, mine de rien. C'est ce qui me rajoute du boost à chaque fois. Les commentaires, même les commentaires négatifs par moment, c'est censé descendre, mais moi, étrangement, ça me booste. Et ouais, tout simplement les remercier, quoi. Je reçois aussi beaucoup de messages en privé de gens qui viennent me dire « J'aime vraiment beaucoup ce que tu fais, moi ça résonne parce que j'ai vécu ça, mais avant tu l'as abordé, on dirait moi j'ai eu cette conversation-là avec mon ex, etc. Franchement, merci beaucoup. » Je reçois beaucoup de messages comme ça, des messages très forts. Donc juste des remerciements. Merci à tous ceux qui me suivent et je vais m'efforcer donc de produire du contenu de qualité, d'essayer de faire toujours plus à chaque fois pour vraiment être à la hauteur, quoi, tout simplement. D'accord. C'est à mon tour de te remercier, Steve Sombo, pour ce temps, d'apprendre un peu plus sur ton parcours et aussi remercier pour ton travail, notamment ce que tu es en train de faire par rapport à la diversité. Merci beaucoup, pas de souci. Merci à toi de m'avoir reçu. Donc je te dis merci, on vous rappelle. Ciao, au revoir. À bientôt, Steve. Ciao, ciao.